Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la formation réalisé en partenariat avec Centre Info. Dans cette édition, il sera question de métiers d'avenir et je dirais même de formation d'avenir. Et nous allons faire le point, découvrir ou redécouvrir pour certains un plan d'investissement gouvernemental qui projette de transformer et de développer des secteurs clés de notre économie. Il s'agit de France 2030. Alors, pour en parler avec nous, nous accueillons Nathalie Bécoulé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère formation au secrétariat général pour l'investissement. C'est un service du Premier ministre, c'est ça? Tout à fait. Et puis, à côté de vous, Laurent Renaud. Bonjour. Bonjour. Alors, votre titre, il est long. C'est directeur opérationnel du campus des métiers de qualification d'excellence Industrie du futur Sud. C'est exact. Voilà, j'ai tout bon. Alors, tout d'abord, il faut poser un cadre. Ce plan d'investissement France 2030, qu'est-ce que c'est exactement? En somme, France 2030, c'est la France de demain qui se prépare aujourd'hui. Donc, comment on fait? C'est la stratégie du gouvernement qui a ciblé des secteurs clés de notre économie pour réussir nos transitions écologiques, environnementales, économiques et sociales, de manière à ce que la France soit compétitive dans ces secteurs-là et a défini des grands objectifs qui vont de l'aéronautique au biomédicaments, de l'alimentation saine et durable à la décarbonation, le nucléaire, l'hydrogène, le quantique, la cyber. On est vraiment sur des objectifs de transformation, de modernisation, de compétitivité et de maîtrise de l'industrie et de savoir-faire en France. De cette nouvelle industrie, effectivement, puisque pour être compétitif, l'appareil de formation est un élément essentiel de cette démarche-là. Les talents sont des denrées précieuses, rares et qui contribuent énormément à cette compétitivité. Et c'est pourquoi dans ce plan France 2030 qui est piloté par Bruno Bonnell sous la houlette du Premier ministre, nous déployons un levier qui est pour nous essentiel et qui est celui des compétences, donc de la formation vers ces métiers et nouvelles formations d'avenir. C'est un formidable défi parce qu'il faut quelque part anticiper, savoir imaginer ce que sera l'industrie et des métiers dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, et puis former à sans doute plein de nouveaux métiers. C'est un formidable défi. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent, j'imagine. De nombreux acteurs. Donc, à ce jour, Compétences et métiers d'avenir est un appel à manifestation d'intérêt qui a récompensé 185 lauréats. Ces lauréats ont un chef de file, mais embarquent avec lui différents membres qui font partie du consortium ou des partenaires, qui relèvent des mondes parfois académiques, mais aussi des mondes économiques. Parce que le pari qui a été posé, c'est qu'on ne peut plus raisonner différemment sans comprendre là où on est formé. Nous avons la formation initiale, mais également la formation continue, la formation tout au long de la vie, des actifs qui va nécessiter des reconversions vers ces nouvelles opportunités. Alors voilà, un plan en termes de dotation financière, c'est plus de 54 milliards d'euros. Donc, il y a le secrétariat général pour l'investissement, il y a des acteurs qui sont la Caisse des dépôts et l'ANR qui vous accompagnent. Et puis, il y a des acteurs territoriaux parce que tout ça se passe au niveau des territoires avec des campus dont vous êtes un représentant, un directeur opérationnel. Qu'est-ce que c'est que ces campus des métiers et des qualifications qu'on trouve sur les territoires? Alors, les campus des métiers et qualifications, c'est une idée assez simple finalement qui date de 2013. C'est un label et qui vient finalement reconnaître l'existence de ce réseau d'entreprises, de partenaires territoriaux, institutionnels, d'académiques. Et ce label-là, finalement, vise à soutenir sa dynamique autour d'une filière stratégique sur un territoire. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de ces labels de campus des métiers et des qualifications délivrés par l'État, en interministériel, puisque finalement, les questions de compétences, ça a été dit, il y a différents publics à former, l'initial, le continu, différents niveaux, jusqu'à la recherche, du CAP jusqu'au niveau de recherche. On a des sujets aussi de vivier, d'attractivité. Et finalement, c'est structurer tous les acteurs ensemble pour répondre à ces enjeux finalement communs avec finalement des compétences
apportées par chacun des partenaires. Alors justement, votre campus Industrie du futur Sud, oui. D'accord, donc on a compris, c'est l'industrie, mais c'est quoi l'industrie du futur en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors la définition Industrie du futur Sud, on va la donner un petit peu, on a eu plusieurs révolutions industrielles. Le terme français Industrie du futur, c'est la 4e révolution industrielle qui est faite de plusieurs briques technologiques. Ça va de la réalité virtuelle, l'intégration de la transformation numérique et environnementale. Donc il y a différentes transformations. Au cœur de ce système-là se trouve l'humain. C'est un petit peu la différence du modèle français par rapport à ce terme d'industrie 4.0. Donc voilà, donc l'idée c'est d'intégrer dans les parcours de formation ces évolutions technologiques et donc les apporter aux apprenants pour pouvoir faire évoluer les métiers d'industrie qui se transforment. Et dans votre campus, oui. Quels sont les acteurs présents? Vous êtes combien? C'est quoi? C'est une association, votre campus? Alors, nous, on l'a structuré en association. Donc, notre regroupement d'acteurs est structuré en forme associative. Donc, l'initiative du label, ça part par le rectorat, la région académique, donc l'État et la région. Voilà, donc on a les deux acteurs territoriaux, mais ça s'assoit aussi sur des acteurs économiques. Donc il se trouve qu'on a la chance en région d'avoir une association qui regroupe les branches professionnelles, la métallurgie, la plasturgie, la chimie, qui s'appelle Industrie Méditerranée. Et donc ces 3 membres fondateurs ont constitué cette association, le campus, avec différents acteurs académiques, industriels. Et on a des grandes entreprises avec nous, mais on a également des pôles de compétitivité et on embarque un certain nombre de partenaires. Voilà, donc l'initiative et la genèse. Et donc des campus de ce type, il y en a. Et vous n'êtes pas le seul en Provence, dans le sud. Non, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà le sud pour notre président de région. Oui, effectivement, on est plusieurs campus sur différentes thématiques et complémentaires, donc sur l'économie de la mer, sur la partie audiovisuelle, puisqu'on a cette partie-là à Cannes notamment, sur l'hôtellerie et la restauration, ça fait partie du cœur de notre économie aussi en région. Donc voilà, on a nos axes économiques directement alignés avec la politique régionale. Il y en a combien sur toute la France? Alors sur l'ensemble de la France, il y a environ 120 campus des métiers et des qualifications. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que ces campus qui avaient déjà commencé à articuler dans le cadre des politiques publiques ces mondes académiques et ces besoins économiques ont participé de l'AMI Compétences et métiers d'avenir. Donc dans l'AMI Compétences et métiers d'avenir, nous avons à la fois des porteurs de projets qui peuvent être des campus des métiers et des qualifications, mais nous avons également des régions. Je pense aux projets portés par la région Normandie sur le nucléaire, mais nous avons également des entreprises. Je pense à X-Campus, par exemple, sur la photonique. Nous avons des associations, des start-up. Je pense au projet 3 Camions. Les lauréats. Les porteurs de projets, effectivement, qui sont lauréats. C'est pour vous dire, alors je ne voudrais pas oublier les chefs de file universitaires et académiques, mais c'est pour vous dire qu'on a une diversité de chefs de file qui embarquent avec eux tout un écosystème de formation et de transformation qui va juste, en fait, de l'attractivité jusqu'à l'employabilité. Mais là, à vous écouter, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre quand même une vraie révolution. Ce n'est pas un programme de financement de formation d'un côté ou d'investissement de l'autre. Là, il y a un mixte global entre de l'argent, bien sûr, qui arrive de l'État, mais aussi tout un travail en région entre acteurs privés, publics, éducatifs, de la formation. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça pourrait être du bon sens, mais d'une certaine manière, on est davantage challengé finalement pour répondre à des enjeux portés par l'État, puisque le plan France 2030 a défini un certain nombre d'axes. Et donc nous, en région, finalement, sur nos territoires, et puis même en interrégional parfois, puisqu'on a des proximités, on structure finalement une réponse. Donc finalement, l'État nous challenge sur des axes qu'il a définis, et nous, en région, par rapport à nos spécificités, on vise à répondre à ces projets. C'est d'une certaine manière une façon assez nouvelle, puisque c'est pas que du descendant, il y a un axe, et nous on construit en région, et finalement on renvoie ça à l'État. Alors quand vous dites construire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que vous accompagnez des projets, vous les encouragez. Alors on ne va pas revenir sur le projet du campus, parce que vous-même, vous avez été lauréat. Le projet de campus a été... on dit, il est lauréat France 2030, c'est ça? Oui, c'est ça, compétences et métiers d'avenir du plan d'investissement France 2030, exactement. Voilà, et pour quelle raison il a été choisi? Parce que c'est une vraie révolution, c'est ce campus Industrie du futur Sud, selon vous?
Alors, pour tout vous dire, c'est un jury indépendant qui travaille, qui propose, avec d'ailleurs des jeunes qui ont intégré le jury compétences et métiers d'avenir. On n'a pas que des experts. Et pour nous, c'était important de donner aussi, avoir une vision de la jeunesse qui challengeait les projets des porteurs de projets. Effectivement, c'est, on doit se le dire, un peu nos champions de la formation dans les projets qui sont sélectionnés. On est vraiment sur des projets qui sont en avance de phase. Vous le disiez, c'est une transformation profonde qui associe différents acteurs qui peut-être ne se parleraient pas sans ces défis à relever ou qui se parleraient autrement et qui du coup sont en avance de phase sur comment on imagine ces métiers d'avenir, avec quels signaux faibles finalement on rebondit pour garder cette avance de phase, de manière à ce que les compétences formées puissent faire performer, en tout cas, les entreprises qui vont les recruter. Comment on repense les formations et donc l'ingénierie pédagogique de ces formations. Donc, vous coordonnez un petit peu ces réflexions sur le territoire. Alors, je sais qu'il y a, vous avez dit, 185 projets actuellement qui ont reçu le label CMA Compétences ou qui sont lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt CMA. Vous, sur votre territoire, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner? J'en cite un parce que on m'en a proposé, c'est Innov Micro. C'est quoi ce projet? On est là sur de l'électronique. C'est ça, on est sur la filière électronique. Donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a une entreprise et toute une filière, donc ST Microélectronique, qui fabrique des composants. Donc tout n'est pas fait que dans les pays asiatiques. Donc sur cette partie-là, l'idée c'est de maintenir des compétences, notamment de la partie production. Il y a même des entreprises qui fabriquent des téléphones, alors, je ne sais pas si on a le droit aux marques, mais qui réindustrialisent aussi de la production. Crosscall, par exemple, réintroduit de la production dans notre région et en France. Donc. Et donc l'idée c'est de venir soutenir ce développement économique, ces entreprises, ces filières, par rapport à cette problématique et ces enjeux de compétences. Donc des compétences qui parfois sont transformées, comme je l'ai dit, par l'industrie du futur, on va avoir de la robotisation ou autre, ou parfois, quelque part, sont un peu parties ou délaissées même par la jeunesse, parce que plus intéressés par des thématiques, j'allais dire, du numérique pour l'électronique plutôt que la partie fabrication. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? Projetez-moi dans 5 ans, Innov Micro, ça va donner quoi? C'est pour la production? C'est pour faire de la formation? C'est quoi? C'est des moyens? C'est des nouvelles formations? Alors, ce que nous apporte l'AMI, le financement de l'État et cofinancement de la région, puisqu'on a un ancrage territorial et les régions ont un rôle important à jouer dans la formation initiale et continue. Donc on a vraiment ces deux financements qui viennent bien se compléter. On a des sujets dans l'industrie, malheureusement, on verra, mais c'est les problèmes d'attractivité, faire connaître l'électronique. C'est pas évident, puisqu'un composant électronique, on en a partout, mais malheureusement, on se pose de moins en moins la question de comment ça fonctionne et comment c'est fabriqué. Donc on a un véritable enjeu d'acculturation à cet environnement, l'électronique. Donc ça s'adresse à des plus jeunes et à différents publics, jusqu'à des écoles d'ingénieurs. Et après, on va travailler sur l'adaptation de formation. Des fois, des formations qui existent sur le territoire. Je vais donner un exemple, un BTS pilotage de procédés, qui est plutôt un BTS dédié à la filière pétrochimie, qu'on a aussi en région. Et finalement, ce BTS-là, en termes de compétences, il est assez similaire des besoins de la filière électronique dans l'usine de production. La MICMA nous permet d'acheter un équipement industriel qu'on va installer dans un lycée. Et cet équipement, finalement, va permettre de contextualiser les travaux pratiques des étudiants par rapport à un environnement électronique. Donc voilà le type de financement qu'on peut avoir. Et puis après, il y a tout un travail aussi sur l'inclusion et puis sur aussi ouvrir à d'autres publics. Moi, personnellement, je viens plutôt de la formation initiale. Je suis rattaché à la région académique. Et effectivement, on a les demandes d'emploi, on a des publics en reconversion. Et donc, il est intéressant aussi d'ouvrir les dispositifs. Et là, on est avec le réseau pour l'emploi et France Travail à déployer ces actions. Alors, Innov Micro, c'est un des projets lauréats. Oui. Ça y est, les choses avancent. C'est un projet il y a une tête de file. C'est une entreprise. C'est vous. Et comment ça se passe? Et aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que
ce projet, il a été déposé quand? Parce qu'il y a des appels à candidature, il faut déposer une candidature avec un projet qui était... Alors, il y a la phase de construction du projet, donc il y a un cahier des charges à remplir, une quinzaine de pages, et on a toujours le diagnostic quand même du besoin et du territoire qui doit être mis en avant, justifier finalement le financement et la réponse à un développement économique du territoire. Donc ça nous prend une petite période, et le fait qu'on soit déjà structuré ensemble, on gagne du temps. Dépôt de dossier, puis après il y a l'instruction par le jury, une audition, un oral à passer. Et après, bon, il y a les annonces qui sont assurées par le gouvernement sur les lauréats. Et on rentre dans une phase, alors c'est un peu technique, mais de conventionnement, on est régi par des régimes d'aide d'État, on ne peut pas avoir de concurrence, donc on a un peu de travail avec les opérateurs de l'État, et en l'occurrence, nous, c'est la Caisse des dépôts, notre interlocuteur privilégié. Et nous, en même temps, alors c'est là où le rôle du porteur, c'est la seule interface finalement avec l'opérateur de l'État, pour nous la Caisse des dépôts, et l'ensemble du consortium. Donc nous, on a un travail en parallèle à faire, monter ce dossier avec la Caisse des dépôts et s'adresser à notre consortium. Donc voilà. si j'ai bien lu les informations, oui. Donc Innov Micro, voilà, c'est en train de se lancer, il y a de la sensibilisation. Oui. Ça va concerner combien de jeunes sur le territoire ? Alors ça dépend de la nature des actions, mais il y a des actions de sensibilisation. Votre ambition on est aux alentours de 10 000 jeunes, mais avec des actions plus ou moins fortes, de la sensibilisation par grand nombre, et des actions, comme je vous ai donné tout à l'heure, l'exemple d'une coloration de BTS, qui va être des sessions... Et avec même la création d'une salle blanche pour des formations spécifiques. Oui. Alors, ça, c'était une demande de l'industriel, donc que les techniciens supérieurs et les ingénieurs, finalement, retournent un peu en salle blanche et fabriquent du composant, travaillent autour de la matière, donc le silicium, et puissent aller graver des composants simples, des capacités ou des transistors, pour retourner après en bureau d'études et travailler sur ces éléments. Donc l'importance de revenir un petit peu sur la fabrication du composant. Donc on a la chance d'avoir une antenne des mines de Saint-Étienne en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Gardanne, à proximité du site de ST Microélectronique à Rousset. Et donc c'est dans cette salle blanche qu'on va installer des équipements de production industrielle. Faire revenir la production en industrie en France, ben voilà, c'est Innov Micro, c'est un exemple. Alors le temps passe, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a d'autres projets. Il y en a combien d'autres? Il y en a un notamment sur le nucléaire. Oui, on a un projet en cours également sur le nucléaire, et pareil, on a des enjeux, j'allais presque dire aussi, qui concernent le passé, qu'on veut amener dans le futur. Là, c'est un sujet, on a l'ingénierie nucléaire sur Marseille pour tout le parc en activité, et le prolongement de durée de vie des centrales nucléaires nécessite finalement de nouveaux métiers, puisque les plans étaient en papier, et maintenant on va passer sur du numérique et on va restructurer toutes les centrales et on crée des nouveaux parcours de formation. À travers le témoignage du campus, on voit dans le secrétariat général au plan d'investissement, il a un diagnostic du territoire qui est vraiment extraordinaire sur les besoins et sur ces métiers qui vont apparaître et sur l'avenir de l'industrie française. C'est tout à fait ça. En fait, ce qui nous intéressait, c'est à la fois penser les trajectoires. Laurent Renaud l'expliquait bien. C'est pour ça qu'il y a des objectifs assignés, mais en même temps, devoir remonter sur un sujet défini par les territoires, leurs besoins. Et c'est ça, en fait, qui déclenche, c'est ce diagnostic qui déclenche la proposition qui va être soutenue devant le jury. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est désincarné, qui n'est pas hors des industriels, hors des besoins économiques, hors des tendances d'emploi, hors des mondes de formation. Et c'est ces alliances-là dont les porteurs de projets parlent si bien, parce qu'ils les mettent en œuvre. On l'a rêvé, mais ils le font en fait. Et c'est ces alliances-là qui permettent d'avoir vraiment une lame de transformation profonde, puisqu'on est à la fois sur des sujets ciblés, mais qui agrègent, grâce aux retours territoriaux, les besoins exprimés. On ne part pas de la formation pour aller vers l'emploi, on regarde les besoins en emploi, en compétences, en nouvelles compétences, en compétences qui doivent se transformer du fait de l'intelligence artificielle, du fait des transitions écologiques, pour remonter le fil et repenser autrement les formations. Et du coup, on a fait un tour de France au-delà des porteurs de projets, des différents territoires, des différentes régions, à l'échelle des écosystèmes territoriaux, pour qu'il y ait un dialogue aussi. Et ça aussi, c'est peut-être nouveau. En fait, une GEPP, une gestion prévisionnelle des parcours professionnels, mais non pas en maille macro-nationale, à la maille du regard des territoires. Et c'est ce mariage-là, c'est cette alliance-là qui nous permet de dire
voilà, dans tous les beaux projets qui nous arrivent, là, on sait qu'on est sur un besoin prioritaire. Alors, de beaux projets, oui. Là, on en a évoqué 3. Hein. Le campus, Innov Micro, et bien sûr, le projet nucléaire qui s'appelle Open. Oui. C'est ça. Il y en a plein d'autres. Alors, Madame Bécoulé, je vous donne rendez-vous dans une autre émission pour nous parler et découvrir d'autres projets. En tout cas, merci à tous les deux. Alors, si vous voulez en savoir plus pour les projets dans l'industrie du futur dans la région sud, vous allez sur campus-industriefuture-sud.com et pour avoir toutes les informations sur le plan d'investissement France 2030, vous allez sur www.info.gouv.fr dans la rubrique de grands dossiers France 2030. C'est extrêmement bien expliqué, il y a plein d'informations. Merci encore à tous les deux. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.